Retour sur ce plateau, nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous parlons toujours de la Libye. Un dernier mot avant d'aborder le sujet sur le Tchad. Emmanuel Vivien Tomi, un dernier mot sur cet accord en Libye, un accord non signé. Vous savez, c'est l'ancien secrétaire général de l'OUA, le Togolais Feu Edouard Kodjo, qui disait en matière de politique, il y a des accords qu'il faut signer, mais avec des pincettes. Il donnait un conseil aux opposants congolais. Il dit, quand on vous demande d'organiser des élections ou d'accepter qu'on organise des élections dans un délai donné, il faut l'accepter. Mais tout le monde sait que de façon pratique, on peut dire qu'on fera des élections dans 8 mois, mais quand on se rend compte qu'on ne peut pas, on peut toujours reporter. Je pense que c'est ce conseil qui a été un peu suivi par les frères libyens, parce qu'en réalité, on ne fait pas d'élections quand on est assis sur des armes. Il faut d'abord pacifier le pays. Il faut d'abord essayer de reprendre les armes qui circulent en désordre. Autrement, en pleine élection, on ne sait pas ce qui va se passer. On se souvient des tentatives d'accord qui ont tourné au vinaigre dans ce pays. Et donc, je pense que c'est juste un signe à la communauté internationale et surtout à l'Union africaine pour dire nous avons la bonne volonté de faire des élections. Mais de la bonne volonté à la réalité, il y a un pas, parce qu'avec la circulation des armes de n'importe quel calibre dans ce pays aujourd'hui, la paix n'est pas assurée et les élections ne sont pas très sûres aussi, puisqu'il y a des zones où on ne pourra même pas voter. Merci. Donc peut-être c'est un signal vis-à-vis de la communauté internationale. Pour dire qu'on a la volonté, mais les conditions ne sont pas encore réunies. Et souhaitons que ça se passe bien et que les élections aient lieu effectivement dans ce pays de Katafi. Merci beaucoup. Robert Passigan. Moi, je crois qu'au-delà des protagonistes qui sont autour de la table aujourd'hui, il faut l'élargir peut-être. Il faut un dialogue libyen où on va mettre autour de la table tous les tribus. Parce que vous savez, les tribus ont beaucoup à dire dans la vie politique de la Libye. Aujourd'hui, ignorer peut-être les exigences des tribus qui composent la Libye va toujours créer des problèmes. Parce qu'ils vous souviennent que quand il y avait un problème de candidature, de ceux qui veulent déposer leur candidature pour l'élection présidentielle, entre-temps en Libye, il y avait d'autres qui réclamaient la présence d'un certain nombre de personnalités, dont le fils de Kadhafi. Oui. Et donc, tout ça ont fait que l'élection présidentielle n'avait pas eu lieu. Donc aujourd'hui, qu'on dise élection, oui. Mais qu'est-ce que les tribus disent? Est-ce que les tribus sont d'accord aujourd'hui qu'il y ait élection? Est-ce que on a les doléances de tous les tribus? Est-ce que les exigences de tous les tribus sont notées? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les a mis? Est-ce qu'on a réussi à les mettre autour de la table pour que tous alors trouvent un consensus pour ramener la paix? Parce qu'il faut d'abord, il faut prendre le point de vue, prendre en compte le point de vue. Oui, parce que vous savez, ce sont les tribus qui constituent alors l'essentiel de la population libyenne. S'ils sont d'accord aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus de guerre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit il y a quelqu'un à l'est, quelqu'un à l'ouest et tout, ils sont soutenus par des tribus. Alors, si on ne veut plus de guerre, si on ne veut plus des armes, tout ça en Libye, il faut alors mettre autour de la table les tribus pour que alors, tout le monde puisse parler, qu'on soit d'accord, d'abord entre les Libyens, que voilà, on ne veut plus la guerre, on veut maintenant aller peut-être à la reconstruction de notre pays. Oui, mais le propre des politiques, justement, c'est de se dire que les acteurs politiques proviennent effectivement de ces tribus-là et que ces leaders pouvaient parler en leur nom. Mais c'est important effectivement que la base soit consultée et que ce ne soit pas des accords de façade qui ne tiennent pas compte de la préoccupation réelle du citoyen libyen. Et puis aussi le débat aussi là-bas, le débat est dépassé, c'est-à-dire que c'est plus une question de tribu, mais aujourd'hui la véritable problématique c'est qui peut être résident en fait en Libye. Est-ce qu'il faut être de nationalité libyenne 100%? Est-ce qu'il faut être binational? Est-ce qu'il faut être civil? Est-ce qu'il faut être un homme en treillis? Je pense que c'est la problématique aujourd'hui. Donc le débat tourne autour de ça. Donc s'il y a des accords, s'il y a des négociations à faire, je pense que ça, ce sont des contours à prendre en compte. Merci beaucoup à vous de la Libye. Nous descendons au Tchad.
Tchad, et donc pour parler de ces violents combats entre l'armée et des rebelles dans le nord du pays. Des combats ont opposé pendant une semaine l'armée à la rébellion dans le nord du Tchad. L'armée affirmait mercredi avoir tué 23 rebelles. Les rebelles, de leur côté, ont annoncé aussi avoir tué 15 militaires dans le massif du Tibesti, où les deux camps s'affrontent régulièrement. Deux différents bilans sont présentés sur ces affrontements qui ont duré pendant une semaine. 23 rebelles tués d'un côté, 15 militaires tués de l'autre. Impossible de vérifier les faits sur le terrain. Que dire de la situation au Tchad? Je commence par vous, Robert Kouassiga. Vous savez, le Tchad, même au temps de feu Idriss Déby, n'a pas connu de paix. Idriss Déby, même Hissène Habré et autres. Le Tchad, je crois que est le théâtre de beaucoup de guerres, de rébellions qui ne cessent jamais. Voilà que au temps de fils Déby, la guerre a repris entre la rébellion, je crois, à l'est, et que l'armée régulière a annoncé avoir tué, je crois, 23 ou 27 terroristes ou rebelles. Oui. Les rebelles aussi revendiquent la mort de 15 militaires. Qu'ils vous souviennent que ce sont les mêmes rebelles qui avaient occasionné la mort d'Idriss Déby, puisque c'était l'armée régulière était en conflit avec eux, et c'est sur ce théâtre d'opération que Idriss Déby a perdu la vie. Donc je crois que les Tchadiens doivent se mettre autour de la table et régler ce problème une fois pour de bon, parce que le pouvoir en place souffre toujours de rébellions qui viennent peut-être de Libye ou du Soudan quelque part. C'est toujours, je crois, cette affaire de rébellion est très récurrente dans la vie politique et militaire de la Libye. Il va falloir que les Tchadiens puissent se mettre à table pour que ce que réclament alors surtout les rebelles puissent être pris en compte et qu'on trouve une solution pour aller peut-être à autre chose. Sinon, je crois que cette guerre va toujours décimer la population civile et rendre la vie qui est déjà plus dure. Ça ne permettra pas aussi que la transition puisse aller vite et que les élections soient organisées dans de bonnes conditions, parce que en principe, je crois qu'il y a une loi d'amnistie pour toutes ces rébellions-là. Mais je ne sais pas ce qui est au fond de la reprise des combats. Vivement que les Tchadiens puissent prendre conscience pour mettre fin à la guerre et se parler entre eux. Merci. Vivien, deux chiffres différents sur ces combats. D'un côté, on annonce avoir tué 15 militaires. De l'autre, on parle de 23 rebelles tués. Impossible en tout cas de vérifier les faits sur le terrain pour le moment. Le Tchad renoue avec les combats entre l'armée et la rébellion. Et les rébellions, si je peux m'exprimer ainsi. Au-delà de ces chiffres, il faut noter que la guerre au Tchad, comme partout dans le monde, c'est d'abord une guerre de communication. Parce qu'il faut montrer à l'adversaire que vous dominez, vous maîtrisez la situation, vous faites plus de victimes dans ses rangs, ça démoralise les troupes. C'est pour ça que certains pays, dans cette guerre contre le terrorisme, ont choisi de ne plus trop communiquer, parce que à force de dire le nombre de morts qu'il y a dans vos rangs, le nombre de morts qu'il y a même dans le rang des terroristes, ça a des effets sur les soldats qui sont sur le terrain. Et donc, c'est de bonne guerre que la rébellion aussi revendique un nombre de victimes au sein de l'armée régulière et vice-versa. Le Tchad est un pays où, je me rappelle quand j'étais en N'Djamena, un enfant m'a dit « Mais vous avez peur quand on tire en l'air ?» J'ai dit « Pourquoi ?» Il dit « Mais ici au Tchad, le crépitement des armes, c'est l'hymne national. » Et le président tchadien Feu Idriss Déby lui-même disait « Je suis né dedans, j'ai grandi dedans et toute ma présidence, c'est dans un climat de guerre. » Et il est mort dedans. Il est mort dedans, malheureusement. Il est mort dedans. Parce que moi, je leur faisais une remarque que, contrairement au Togo, mon pays, où un ministre est gardé juste par un policier avec peut-être un revolver, à peine 5 balles ou 10 balles ou 15,
Et là-bas, c'est des militaires qui gardent les ministres avec des douilles. Hein. On dirait qu'on est sur un champ de guerre. Et les autorités nous ont répondu que mais chez eux, au Tchad, ils sont permanemment en guerre. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'accord qui puisse permettre effectivement de mettre fin à cette guerre jusqu'à la mort du maréchal. Et ceux qui aujourd'hui parlent de 15 morts dans les rangs de l'armée régulière sont également ceux qui sont suspectés d'avoir tué le président Idriss Déby père. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ce pays qu'on appelle le Tchad, qui, selon l'histoire, aurait eu une importance dans la naissance de l'humanité, puisse retrouver la paix. Vous savez, quand on parle de Toumaï, il paraît que c'est notre ancêtre qu'on aurait retrouvé au Tchad. Le Tchad est un pays stratégique également pour l'Afrique, pour lutter contre le terrorisme et contre beaucoup de problèmes dans les pays environnants. Comment on dit ça? Les pays qui sont dans les environs. Oui, vous vous rappelez sans doute que le président tchadien a même envoyé des troupes pour combattre dans les pays frontaliers les terroristes. Et donc, en matière de guerre, les Tchadiens ont une habileté, une sorte de maîtrise ou expérience qui sont souvent partagées par les autres armées Ils ont largement en Afrique. Au G5 Sahel avant de se retirer. Bien sûr, effectivement, dans ces missions de paix-là, tout comme les Togolais, les Tchadiens aussi jouent un grand rôle. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour le Tchad, sous le président Déby fils, c'est un vrai dialogue. Parce que contrairement aux autres pays où on a une opposition politique et le pouvoir, le Tchad a une opposition politique et une opposition armée. Et donc, le gouvernement appelle des fois, vous vous rappelez du dialogue de Dubaï, le gouvernement appelle à des ententes, des rencontres. Il y a certains groupes armés qui refusent de venir carrément au dialogue et qui dénoncent même la participation de leurs confrères à ces genres de rencontres. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment arriver à mettre fin à la guerre au Tchad? Comment arriver à amener les groupes rebelles à la table de discussion? Et le maréchal même, dans son temps, n'a pas pu. Parce qu'il a essayé, il a calmé, si on prend par exemple Ali Mahamat, il a essayé quand même un dialogue direct avec lui. Maintenant, il n'y a pas que Ali Mahamat, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chefs de guerre. A beaucoup de rébellions, plusieurs groupes. Tellement de rébellions que vous ne pouvez pas les contenir. Et chaque fois, il y a de nouveaux groupes qui naissent parce que chaque fois qu'il y a des désaccords au sein d'un groupe de rebelles, de nouveaux groupes naissaient. Donc, il est très important de trouver peut-être avec l'appui de l'Union africaine un système pour discuter avec ces messieurs qui tiennent les rébellions. Parce qu'on a vu que quand ils ont été appelés par l'Arabie saoudite, beaucoup ont répondu. Mais certains ont évoqué les questions de sécurité, ainsi de suite. Mais quand on les a rassurés que, mais écoutez, on va vous protéger jusqu'à votre retour au pays, ils se sont rendus là-bas pour discuter. Donc, essayez de trouver encore un moyen de les regrouper autour d'une table de discussion. Parce que le pays ne se construit pas quand la guerre continue. Et quand je vous parle de ces enfants-là qui ont moins de 15 ans, qui pensent que c'est normal qu'on écoute le crépitement des armes, je pense qu'il y a un problème psychologique qui arrive. Je ne sais pas aussi si c'est le fait de faire le service militaire obligatoire qui a amené certains pays à arriver à ces genres d'attaques qu'on ne voit pas ou de rébellions. Mais le gouvernement actuel a du pain sur la planche. Il faut essayer de s'entendre avec les rebelles, avec l'opposition armée comme l'opposition politique. Et les opposants armés doivent d'abord déposer les armes et privilégier
la paix parce que de jour en jour, ils sont en train de détruire le pays qu'ils veulent un jour diriger. Merci beaucoup, Vivien. Louis Kamako, des affrontements avec des bilans différents. Le gouvernement n'a pas annoncé le nombre de décès dans le rang des militaires, mais c'est le rebelle qui parle d'avoir de 15 militaires tués et vice-versa. Quel regard portez-vous sur la situation? Les combats ont repris entre armée et rébellion au Tchad finalement? Oui, les combats n'ont jamais cessé parce que Vivien l'a dit, le Tchad est en guerre en permanence. Ça a été toujours comme ça. Donc, même s'il y a des accalmies. Oui, il y a des accalmies en temps, mais à chaque fois ça se reprend. Donc des accalmies qui ne font pas long feu. Donc avec ce qui se passe, on a parlé tout à l'heure de la Libye, la situation chaotique à Libye aussi, il y a des derniers tout soit sur la sous-région dans le Sahel. Les armes circulent un peu partout, donc c'est facile pour tout le monde d'appuyer sur la gâchette. Donc ça se voit clairement au Tchad. Maintenant, quand vous voyez le pays, même quelqu'un l'a dit, que Kadhafi même il est mort, et en fait, Idriss Itno au début, il est mort au fond, et jusque-là, on ne sait pas les conditions dans lesquelles il est décédé. Parce que jusque-là... On dit qu'il est mort au fond, c'est bon. Et ça s'arrête là. Il est mort, comment qu'il a tué, et dans quelles conditions, on ne le sait pas. Il est mort dans une guerre contre les Libyens. Voilà, donc c'est quand même un président, il va falloir qu'on essaie de savoir un peu plus en fait les détails sur son assassinat, mais ça n'a jamais été le cas. Donc ça veut dire que les gens vont juste continuer par se venger. La guerre va continuer et tant que d'abord la situation politique n'est pas résolue, parce qu'aujourd'hui vous voyez les conditions dans lesquelles Mahamat Déby est venu au pouvoir. On parlait d'un coup d'État constitutionnel parce que c'est pas lui qui devait remplacer, c'est pas lui qui devait être président de la République et tout ça. Donc aujourd'hui, ça constitue un autre problème, c'est-à-dire un problème. Le président de l'Assemblée nationale aurait désisté. La version officielle. Comme d'habitude. Si on s'en tient au test, je pense qu'on va fouiller. De cas. Et si on s'en tient, je pense que ça sera très difficile pour Mahamat Déby de devenir président. Mais puisque nous sommes dans un pays africain et que nous aimons faire les choses autrement, Déby est devenu président, Déby fils est devenu président et aujourd'hui on constate les dégâts. Il est là pour une transition de 18 mois, bientôt nous avons annoncé 2 ans. Il a organisé un dialogue qui n'a jamais abouti et donc aujourd'hui il a la roue, en fait la main libre, il dirige le pays comme cela se doit. Mais je crois que tout cela ne fait que exacerber la situation parce qu'il faut que la situation politique aujourd'hui soit résolue. Il faut que au niveau des politiques, on arrive d'abord à s'entendre pour que on essaie de mettre autour d'une seule table les rebelles aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça. Tant que les politiques eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre, parce que l'opposition même, elle est divisée, même le pouvoir dans le pouvoir, les gens n'arrivent à parler d'une seule voix. Donc, tant qu'il y a des divergences un peu partout, je pense que les armes vont continuer par crépiter. Et malheureusement, quand ça se continue, c'est toujours le terrorisme, en fait, qui sera en vogue sur le continent. Alors, vous parlez tout à l'heure de cet accord-là qu'il faut reprendre, des discussions qu'il faut reprendre avec les groupes rebelles. Est-ce à dire que les accords les pourparlers, le dialogue national tchadien qui a eu lieu en Arabie Saoudite en 2022, est en train de montrer, en fait, ses faiblesses, qu'il y a eu vraiment échec de ce dialogue-là? Parce que finalement, c'est comme si ce dialogue n'avait pas eu lieu. On reprend le combat avec les groupes rebelles. Oui, justement, ça dit que ta question comporte en soi-même sa réponse. Parce que si réellement les accords étaient mis en application, je pense qu'on allait déposer les armes et faire face à la situation réelle. Est-ce parce que les accords ne sont pas mis en application ou parce que les accords ne sont pas de bons accords? Pour moi, je pense que ça jusque-là, ça a été un bon accord. Si on s'en tient, si on jette un coup d'œil aux accords, oui, aux accords présidents, je pense que c'est un bon accord parce que là, au moins, la majeure partie des Tchadiens ont participé parce que leur sécurité a été assurée. Ils ont été rassurés en ce qui concerne leur sécurité et tout. Et tout le monde tout le monde a regardé dedans et tout le monde a émis son avis pour que cet accord-là soit signé. Parce qu'il y a certains qui ont rejeté cet accord. Oui, mais les ténors étaient là, les pionniers, c'est-à-dire que les vrais protagonistes qui étaient à cette table-là, et on a vu qu'ils ont émis chacun leurs avis. Maintenant, mais les vrais par rapport à quoi? Parce que certains sont vrais aussi. Oui, ils vont te dire que c'est eux les vrais. C'est-à-dire que dans une guerre, on ne peut pas tenir compte de toutes les aspirations. Il va falloir qu'à un moment donné, on essaie d'avancer
avec un Est-ce certain que ce nombre n'est pas de... ça même qui a causé l'échec peut-être entre griffes de cet accord-là? Imaginez- Le fait qu'on ne tienne pas compte des points de vue de Imaginez tout le que monde. vous êtes dans un territoire où il y a plus de 20 millions d'habitants. Est-ce qu'on va tenir compte de la vie de tout le monde pour pouvoir mettre en application un accord? Non, ça ne va jamais arriver. Oui, mais Donc, la question de l'échec, moi, je ne pense pas que c'est une question d'échec ou non. On reviendra tout à l'heure à vous. D'accord. Terminé. Donc Oui. pour moi, je pense que l'accord en soi, il a de la C'est un bon substance en accord, fait. mais Là, c'est il a de la l'application substance. qui a Voilà, posé problème, selon c'est l'application qui Mais- faille en fait. Merci beaucoup. Oui, je viens à vous maintenant, Vivien. Vous pensez que l'accord même pose problème? Non, vous savez qu'en politique, en réalité, quand on veut signer un accord, on tient compte des principaux leaders, des principaux groupes. On utilise le terme des groupes représentatifs. Mais le problème, ce n'est pas la même chose quand il s'agit des groupes armés. Parce que vous pouvez tenir compte des groupes représentatifs Et un, et un petit groupe, un groupuscule peut vous causer trop de problèmes. Donc, est-ce que l'accord est un échec? Moi, je pense que non. Parce que pour la première fois, la majorité des protagonistes a pu se parler. Ça, c'est un début. Deux, il y a un texte qui est sorti. Il y a certaines parties de l'accord qui sont déjà en vigueur. Oui. Maintenant, aucun accord n'est appliqué à 100%. Il y a toujours un pourcentage qui reste. C'est ce qu'on dit, l'homme n'est pas parfait, on n'est pas complet. Seul Dieu est complet. Aujourd'hui, le problème de l'accord du Tchad, c'est que ceux qui n'avaient pas participé aux travaux, malgré tout ce qu'on leur avait donné comme garantie, revendiquent leur présence aussi. Nous sommes là, tenez compte de nous. Un. Deux, c'est eux qui posent plus de problèmes aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, s'ils se taisent, on fait sans eux, on les oublie. Or, ils ont des armes, ils doivent se nourrir. Voilà le problème de la rébellion en réalité. Les rebelles durcissent leur cœur pour être un peu religieux parce qu'ils ont besoin de s'entretenir. Le problème des terroristes aujourd'hui, s'ils n'arrivaient pas à disposer du carburant, de la nourriture, de l'argent, des moyens de communication, s'ils sont coupés réellement du monde, s'il n'y a pas de complicité au sein des populations, je parle d'une façon générale, Oui. je crois qu'ils sont souvent poussés à bout et ils sortent pour se rendre, comme ce fut le cas dans certains pays comme l'Afghanistan, le Pakistan. Des terroristes se sont rendus. Ils ont dit, nous en avons marre, bon, on n'en peut plus, voilà. Ou ils passent par d'autres moyens pour négocier un accord, pourquoi pas, pour que leur certains soient réintégration. intégrés. Mais le problème, c'est que quand ces terroristes, comme ces groupes rebelles, sont bien nourris, comment on dit ça, et ils ont des complicités, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre, ils vont continuer. Et beaucoup de rebelles, notamment au Tchad, réagissent ou font parler d'eux quand ils sont un peu acculés, quand ils n'ont plus tellement de moyens de survie. Il y en a qui vivent dans les brousses, il y en a qui vivent dans des milieux déserts, tellement que c'est déjà, vous savez, si vous faites une fois, ne serait-ce qu'une heure de temps ou 2 heures de temps dans un lieu désert, un vrai désert, vous allez voir, vous serez d'abord mécontent à cause du climat. Et si vous n'avez pas de quoi survivre, vous pouvez réagir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Comment arriver à amener ce petit groupe-là d'insatisfaits qui n'ont pas pu, ce groupe qui n'a pas pu participer au dialogue à une autre table, ou comment trouver un processus pour qu'au niveau national, tout le monde comprenne que nous devons laisser les armes et nous devons construire le pays. C'est ça la grande question. Ce n'est pas parce qu'on s'est tiré qu'à n'importe quel moment, on doit sortir les gâchettes. Merci. Je vous dis qu'à N'Djamena, la nuit, il y a des fois des éléments en uniforme qui, après avoir pris 2 ou 3 bières, tirent en l'air. Tu ne sais même pas pourquoi, mais ils le font. Parce que les armes sont tellement, je sais pas, ils sont tellement habitués aux armes que c'est difficile. C'est pour ça aussi que certains régimes en Afrique refusent maintenant
le service militaire obligatoire, Merci. alors que c'est une bonne chose parce que ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui nous montre que on devrait faire le service militaire obligatoire. Selon les situations, Robert Kossigan a côté, le Tchad finalement, les accords de 2022 n'ont pas marché ou c'est leur application qui pose problème? Je pense qu'il y a aussi une mauvaise foi en les rebelles parce que on leur a offert un plateau de dialogue. Mais vous savez, quand nous fouillons un peu l'histoire du Tchad, quand on prend de Hissène Habré à Idriss Déby, c'est par une rébellion armée qui sont arrivés à prendre le pouvoir d'État et à l'exercer. Donc il est dans la mémoire de ces rebelles justement. Avant d'aller plus tard aux élections. Voilà. Et donc il est dans... Il y a une voie tracée qu'on voilà, qu'ils essayent, ils sont toujours parfois tentés à toujours réveiller les vieux démons et user peut-être de ces voies de rébellion, de ces voies de terrorisme pour pouvoir accéder, au pouvoir descendre à N'Djamena. Et puisqu'ils ont réussi entre-temps, n'eût été l'habileté de la force française, peut-être qu'ils auraient pu faire la peau de Idriss Déby dans le temps. Donc ils sont toujours animés par ce vieux démon de descendre sur N'Djamena, mais actuellement je pense que les forces armées régulières tchadiennes ont la capacité de contenir. Et c'est ça qui fait que la guerre est plus à l'ouest, à l'est, et à l'est et au nord. Et donc, vivement qu'ils puissent alors, je ne sais pas, faire une mise à jour, de leur stratégie et peut-être laisser l'option armée pour venir à la table de négociation, parce que moi je dis toujours, on peut beaucoup gagner avec les négociations, avec le dialogue, on peut beaucoup gagner sans perte de vie humaine surtout, et puis sans casse, parce que il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui qui sont dans la dynamique de la transition, et donc ils peuvent aussi venir. Il y en a d'autres qui ont occupé des postes, des postes au sein du gouvernement, oui. Et d'autres dirigent les institutions, d'autres sont même dans l'Assemblée constitutive et tout. Donc ils peuvent aussi venir, leur voix compte, pour que voilà, ils puissent alors réclamer et obtenir ce qu'ils veulent. Moi, vous savez, les affrontements armés, leur temps a passé. Nous ne sommes plus au temps de Goukouni Ouédé, ni de Hissène Habré, ni d'Idriss Déby. La preuve, Idriss Déby est tombé la fois dernière sur le champ de théâtre. Vous voyez, donc pourquoi continuer pas à mourir, pourquoi se faire tuer entre les mêmes fils d'un pays, or que... on peut toujours dialoguer. Guillaume, ce que Robert dit me réveille quelque chose. C'est qu'en réalité, c'est nos peuples aussi en Afrique qui encouragent certaines pratiques. Imaginez la saison de coups d'État, heureusement que ça a cessé. 4 coups d'État en combien de mois en Afrique? Et après, la population, une partie de la population qui dit « Bravo, vous êtes notre héros ». Merci. Il faudra trouver un moyen pour que, par exemple, si quelqu'un fait un coup d'État, on ne l'applaudit pas. Merci. Le coup d'État n'est pas démocratique. Merci. Sinon, ça va donner envie à d'autres aussi de faire la même chose et nos pays n'avancent pas en Afrique, malheureusement. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite des regards croisés de ce jour.